Bonjour, je me présente, Marie-Christine Saint-Jacques, je suis professeure à l'École de service social de l'Université Laval. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce premier webinaire de la RUC Séparation parentale, recomposition familiale. Donc, la RUC, c'est en fait un partenariat qui permet de regrouper des chercheurs et des partenaires de la communauté du Québec, de l'Ontario et de la France. En fait, on est des personnes qui s'intéressent à la situation des familles séparées recomposées. On a décidé d'unir nos efforts, en fait, pour mieux comprendre la réalité des familles qui vivent des transitions familiales, puis développer aussi des ressources pour soutenir ces familles. Donc, ce premier webinaire va porter sur l'adaptation des enfants qui vivent en famille recomposée. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec la formule des webinaires, tout simplement rappeler en fait que la conférence que je vais donner va durer 45 minutes. J'imagine que là, vous êtes devant votre écran d'ordinateur. Donc, sous la zone vidéo, vous devez voir une section dans laquelle, en fait, on peut inscrire des choses. Alors, cette section-là, bien, vous pouvez inscrire vos questions et dans les 15 dernières minutes de la présentation, soit à 12h45, on va me transmettre vos questions et puis je pourrai répondre là, dans la mesure du possible là, à vos préoccupations. Juste avant de débuter, je voudrais déjà annoncer les 2 prochains webinaires qui auront lieu à l'automne. Donc, vous recevrez la publicité, mais histoire de vous donner l'eau à la bouche. Alors, le premier webinaire va porter sur l'aliénation parentale et le second webinaire va porter sur les rôles parentaux et beaux-parentaux dans les familles recomposées. Donc, le thème du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment l'adaptation des enfants qui vivent une recomposition familiale. Donc, au niveau de la présentation, j'ai essayé de voir un petit peu qui sont les personnes qui se sont inscrites au webinaire et essayer de répondre là, un peu aux besoins des différentes personnes là, selon les milieux d'où vous provenez. Donc, on va rapidement faire un peu un tour des tendances démographiques. Qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau des tendances démographiques au niveau de la recomposition familiale. Ensuite, on va regarder comment vont les enfants qui vivent en famille recomposée. Ensuite, on va essayer de décrire les réactions typiques et assez diversifiées des enfants à cette transition familiale-là. Et finalement, on va regarder les attitudes puis les comportements que l'on peut proposer aux parents qui sont réputés comme étant aidants dans ces situations-là. Au préalable, je pense que c'est quand même important de prendre une minute pour définir qu'est-ce que c'est une famille recomposée. Puis cette question-là, je l'ai souvent posée dans mes entrevues, dans mes recherches, puis une adolescente m'avait répondu. C'est comme des parents qui étaient ensemble et que maintenant ils sont divorcés ou séparés et qu'après ça, ils ont décidé de faire une autre famille. Mais toi, tu es là, donc tu es déjà là, alors tu embarques dans la famille. Je trouve intéressante cette définition-là parce que ça nous montre quand même que beaucoup de jeunes se représentent la famille recomposée comme d'abord un projet d'un ou de leurs parents et que eux, comme ils font partie un peu du passé de leurs parents, ils vont embarquer dans ce nouveau projet familial-là. Si on veut se donner une définition un peu plus formelle, on va souvent dire que la famille recomposée, ça renvoie à la situation de personnes, donc qui sont mariées ou qui vivent en union de fait, qui ont une garde permanente, partagée ou occasionnelle d'au moins un enfant qui est né d'une précédente relation. Alors donc, si jamais vous avez des familles recomposées autour de vous, si j'imagine qu'on a aussi des parents qui sont à l'écoute, si par exemple vos enfants nés d'une précédente union viennent seulement une fin de semaine, par exemple par mois, vous allez aussi vivre une dynamique de recomposition familiale. Donc, il ne s'agit pas nécessairement que les enfants soient là à temps plein. Aussi, maintenant, on parle beaucoup des familles recomposées après séparation ou divorce, mais il faut aussi savoir qu'il y a des recompositions qui se créent à la suite du veuvage d'un père ou d'une mère qui décide de fonder là, une nouvelle union conjugale. Donc, sur le plan démographique, on est chanceux, viennent de sortir tout juste les dernières données qui nous parlent des structures familiales, donc des environnements familiaux dans lesquels vivent les enfants au Québec. Alors, on apprend, donc, pour le Québec, qu'on a actuellement 63 % des familles qui sont des familles biparentales intactes. Donc, ce sont des parents qui vivent avec leurs enfants d'origine ou adoptifs. On a maintenant 11 % de familles recomposées et 26 % de familles monoparentales. Alors, peut-être que 11 % de familles recomposées, ça vous semble plus bas que ce que vous aviez imaginé. 63 % de familles biparentales intactes, ça vous apparaît peut-être moins important que ce que vous imaginez, mais il faut savoir que ce sont des chiffres qui sont
le nombre d'enfants qui vivent avec leurs deux parents d'origine diminue à chaque recensement et on atteint là, des proportions qui sont relativement très faibles, qu'on n'avait pas obtenues là, depuis une centaine d'années. Si on regarde maintenant les familles recomposées, quelle sorte de familles recomposées? Bien, on voit qu'au Québec, on a surtout des familles recomposées simples. Donc, on parle de 68 %. Une famille recomposée simple, c'est une famille qui implique soit les enfants de madame ou les enfants de monsieur. Et ce couple-là n'a pas eu d'enfants ensemble. Si on regarde maintenant les familles recomposées complexes, c'est-à-dire que monsieur et ou madame a eu des enfants d'une relation précédente et ce couple-là a aussi eu un enfant ou des enfants ensemble, là, on arrive à 32 % des familles recomposées. Puis, bon, peut-être pour la petite histoire, les familles monoparentales représentent le quart des familles dans lesquelles vivent les enfants au Québec. Dans 76 % des situations, ce sont des familles recomposées, des familles monoparentales qui impliquent une maman et dans 24 % des cas, qui impliquent un papa. Maintenant, ça, c'est sûr que c'est comme une photo qu'on prend de la famille. Hein. On regarde la famille au Québec, la journée du recensement, puis on fait une photo. Vous savez, comme moi, qu'en fait, c'est plus dynamique que ça, la situation des enfants. D'abord, c'est sûr que ces statistiques-là, bien, si un enfant est en garde partagée, bien, on va le placer dans la maison où il est la journée du recensement. Donc, c'est sûr que les structures familiales on a probablement plus de familles recomposées que ces statistiques-là laissent entendre parce que, dans le fond, on a des enfants qui sont en garde partagée, qui peuvent être en famille recomposée du côté de papa, en famille recomposée du côté de maman ou en famille monoparentale du côté de maman et papa former une nouvelle union. Donc, on a beaucoup d'enfants qui circulent entre le foyer de leurs deux parents. On sait aussi qu'on a une augmentation des ordonnances de garde partagée. Dans des chiffres récents qui ont été publiés par Bilan, on observe que quand on analyse des ordonnances de pension alimentaire, que 61 % des enfants en 2008, dans ces ordonnances-là, la garde est à la mère, 25 % une garde partagée et 14 % la garde au père. Et on sait qu'au-delà des chiffres, bien, dans les faits, les enfants, après une séparation, sont fréquemment, souvent, un peu plus avec maman. Finalement, dernière statistique que je veux peut-être vous présenter, c'est de voir aussi que l'environnement familial dans lequel les enfants vivent, c'est quelque chose qui est dynamique. Un enfant peut naître auprès de ses deux parents, donc les premières années de sa vie, les passer auprès de ses deux parents. Ses parents peuvent se séparer, puis former ensuite une famille recomposée. Donc, une étude un peu longitudinale nous avait montré qu'à l'âge de 8 ans, un Québécois sur 3 qui était né à la fin des années 90 avait vécu en famille monoparentale. Et donc, c'est sûr que si tu vis en famille monoparentale alors que tu es très jeune, il te reste beaucoup de temps à passer auprès de tes parents. Donc, la probabilité d'être exposé à un moment ou à un autre à une recomposition familiale, bien, ça croît. D'ailleurs, les chiffres le montrent. On regarde donc des enfants qui avaient connu la séparation de leurs parents. 2 ans après la séparation de leurs parents, 33 % de ces enfants-là avaient connu une recomposition familiale. Quand on est rendu 5 ans après la séparation des parents, on a 66 % des enfants qui ont connu une recomposition familiale et 20 % une double recomposition. Donc, ça veut dire que à la fois le père de l'enfant et la mère de l'enfant, de part et d'autre, se sont recomposés. Et si on regarde 10 ans plus tard, c'est 87 % des enfants qui vont avoir connu une recomposition familiale. Donc, c'est donc dire que pour les enfants qui vivent en famille monoparentale ou dont les parents se séparent, la probabilité qu'ils vivent à un moment ou à un autre de leur enfance dans une famille recomposée, c'est une probabilité là, qui est très élevée au Québec. Maintenant, on va se demander, bien, comment vont les enfants dont les parents sont recomposés? Donc, cette question-là, en apparence simple, c'est pas si facile d'y répondre, je vous dirais particulièrement pour les enfants de famille recomposée, parce qu'il faut savoir que, dans le fond, les enfants de famille recomposée, dans la majorité des cas, ont connu la séparation de leurs parents. Donc, connaître la séparation de ses parents, connaître ensuite une recomposition familiale, ce sont 2 éléments, je ne veux pas dire événements parce que c'est beaucoup plus large qu'un événement, ce sont 2 éléments dans la trajectoire d'un enfant qui ne sont pas toujours faciles à détricoter. Qu'est-ce qui appartient à la séparation des parents puis qui a tel effet sur les enfants et qu'est-ce qui appartient à la recomposition familiale? Bon, pour vous donner un portrait là, de chiffres qui peut quand même être intéressant, on va dire, plusieurs études sont venues montrer que dans une population d'enfants qui vivent avec leurs 2 parents, environ 10 % des enfants présentent des problèmes d'adaptation. Puis, voyez les problèmes d'adaptation comme quelque chose d'assez large. On peut parler de problèmes de comportement, on peut parler de problèmes de développement, on peut parler de problèmes d'apprentissage.
Okay? Donc, à peu près 10 % des enfants. Quand on regarde les enfants qui ont connu la séparation des parents, cette statistique-là, cette proportion-là va monter à 25 %. Donc, ça nous montre que le fait de connaître la séparation des parents, même si je dis le fait, ce n'est pas nécessairement cause à effet, mais en tout cas, on observe ce lien-là, ça double, dans le fond, le risque de présenter des problèmes d'adaptation. Et quand on regarde les enfants de familles recomposées, on est rendu, ça va varier de 25 à 30 %. Est-ce que c'est la recomposition familiale qui vient augmenter la proportion de problèmes d'adaptation? Rien n'est moins sûr. Par contre, on commence à avoir assez de données pour affirmer qu'à un moment donné, ce qui joue sur l'adaptation des enfants, c'est le nombre de transitions qu'ils vont connaître. Donc, plus un enfant vit de changements dans sa vie de cette nature-là, séparation des parents, remise en couple, etc., bien, ça demande une bonne capacité d'adaptation et ça se traduit pour un certain nombre, donc 25 à 30 % par des difficultés sur le plan de l'adaptation. Donc, les impacts maintenant de la séparation parentale et de la recomposition familiale, qu'il faut prendre un peu comme un tout. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que le niveau d'adaptation des enfants dont les parents sont séparés est plus faible que celui des enfants dont les parents ne sont pas séparés. Donc, c'est assez difficile de trouver des conséquences positives à la séparation des parents sur différents indicateurs de l'adaptation des enfants. Donc, en général, on va voir que ça va être associé à certaines difficultés académiques, à des problèmes de comportement, à des problèmes psychologiques et à des problèmes de santé. Il y a une exception. On observe que les enfants qui, lorsque leurs parents étaient ensemble, étaient exposés à des conflits intenses, chroniques et manifestes, sont des enfants qui vont profiter, dans le fond, de la séparation de leurs parents parce que la séparation apporte une accalmie dans leur vie. Mais si on prend les enfants qui ont été peu exposés aux conflits, qui finalement vivaient quand même dans l'harmonie malgré la décision des parents de se séparer, où les enfants n'ont pas été exposés à ça, pour eux, dans le fond, la séparation entraîne une perte à différents niveaux qui se traduit là, dans leurs problèmes d'adaptation. Quand on essaie maintenant d'isoler les impacts de la recomposition, les résultats sont plus variables, vont beaucoup dépendre des indicateurs qu'on regarde. Donc, on a l'impression que certains indicateurs de l'adaptation font que les enfants dans la famille recomposée vont se mettre à aller mieux sur certains aspects et sur d'autres dimensions, on ne va pas observer nécessairement de changement. Maintenant, alors là, on ne panique pas avec ces résultats-là qui peuvent donner l'impression que la séparation des parents, ça marque les enfants au fer rouge pour la vie. Rien n'est plus faux. Donc, ce qu'il faut se demander, c'est que là, je vous ai dit que ça a peu de conséquences positives. Maintenant, il faut se demander, est-ce que les conséquences que ça amène, les différences qu'on observe entre les enfants qui ont vécu des transitions familiales et ceux qui n'en ont pas vécu, est-ce que ce sont des petites différences, des moyennes différences, des grosses différences? Hein? L'image que je donne toujours, c'est, dans le fond, quand on dit que les enfants vont réussir moins bien à l'école, est-ce qu'au lieu d'avoir une moyenne de 78 en maths, ils ont une moyenne de 50 ou ils ont une moyenne de 72? Okay? Donc, c'est quoi l'ampleur des différences? Donc, ce qu'on observe, en fait, c'est que généralement, les enfants de familles séparées recomposées vont un peu moins bien que les autres. Puis, on a même une certaine impression dans les études que dans les années récentes, en fait, ça commence à avoir ces transitions-là commencent à avoir un peu moins d'impact que ce qu'on pouvait observer peut-être dans les années 80 et 90. Donc, peut-être qu'il y a une certaine... C'est plus passé dans les normes, la culture, puis il y a peut-être aussi de meilleurs outils pour soutenir les familles. Puis on sait mieux aussi comment prévenir les difficultés. Il en demeure pour moi que je suis certaine que vous, dans votre entourage, dans votre famille, dans votre travail, vous avez rencontré des familles qui ont vécu une séparation ou une recomposition dont les enfants vont vraiment très bien. Vous pouvez rencontrer d'autres familles dans lesquelles ça se passe vraiment plus difficilement. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas perdre de vue que ce ne sont pas des réalités homogènes et que on peut observer chez les enfants des variations importantes sur le plan de leur adaptation. Donc, au niveau de l'ampleur des difficultés que les enfants vont vivre, puis aussi au niveau de la durée des difficultés. Il y a des enfants qui vont traverser ces transitions familiales-là, puis on n'observe presque pas de changement. Il y a des enfants qui vont vivre une certaine période de turbulence, de difficulté qui va durer quelques mois, puis il y a des enfants pour lesquels ça va durer pendant très longtemps. Et ça dépend d'un ensemble de facteurs qu'on va voir un petit peu plus loin. Maintenant, il y a des études, en fait,
on appelle, ce sont des méta-analyses, donc qui prennent les résultats de plein d'études, puis qui nous permettent de sous-peser l'impact de connaître la séparation de ses parents, puis ensuite de connaître la recomposition de son père, de sa mère, voire des deux. Ce que ces études-là montrent finalement, c'est que la transition qui a le plus d'impact sur l'adaptation des enfants, c'est vraiment la séparation. Et cet impact-là va de léger à modéré. Et au niveau de la recomposition, parfois, on observe des légers effets, parfois pas d'effet du tout. Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut voir l'adaptation des enfants de familles recomposées comme étant, dans beaucoup de cas, aussi l'adaptation d'enfants qui ont connu la séparation de leurs parents, puis ensuite une recomposition. On ne peut pas enlever de l'enfant la partie qui est liée à la séparation. On arrive maintenant à une deuxième section de la présentation qui porte sur, dans le fond, pourquoi les jeunes qui vivent des transitions familiales vont moins bien que les autres. Bon, alors, il faut encore que je revienne à la question de la séparation parce que les enfants de familles recomposées ont fréquemment vécu la séparation de leurs parents. Puis, ça ne veut pas dire que la recomposition familiale survient très longtemps, nécessairement après la séparation. Hein, on l'a vu tantôt avec les chiffres longitudinaux. Déjà 2 ans après la rupture, on a le tiers des enfants qui ont connu une recomposition. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que la séparation des parents, du point de vue de l'enfant, c'est une transition qui est triste, c'est une transition qui est perturbante et c'est une transition qui se produit généralement dans un contexte familial qui est déjà perturbé. La séparation des parents, en général, ça ne survient pas dans un beau ciel bleu avec un grand soleil. Il y a des difficultés. Ces difficultés-là préoccupent les parents et ça affecte leur façon de jouer leur rôle de parent. On peut avoir des soucis, il peut y avoir des conflits, de la violence, de la tristesse, des problèmes de santé mentale. Donc, c'est un contexte difficile dans lequel survient l'événement de la séparation, donc qui finit par perturber, dans le fond, l'ensemble de la dynamique familiale. Donc, la séparation des parents, la recomposition des parents, ce sont des phénomènes qui stressent les enfants. Okay? Donc, quelque chose qui stresse, c'est sûr que ça peut jouer sur l'adaptation des enfants. Ce sont des événements aussi qui vont affecter le climat familial, puis aussi les conditions de vie objectives des gens. Quand on pense à conditions de vie objectives, si on se recompose, ça se peut qu'on déménage dans un logement plus grand, ça se peut que ce déménagement-là implique qu'on doive changer d'école, changer d'amis, etc. Donc, on voit que ça peut modifier les conditions de vie objectives. Les transitions familiales aussi, ça peut être associé à des difficultés financières. C'est souvent pas une façon de s'enrichir, donc ça se peut aussi que la famille doive changer de mode de vie. Alors, tout ça, ça peut jouer sur l'adaptation des enfants. Et on se rappelle que la séparation des parents, ça marque souvent le début d'une série de transitions familiales que, entre autres, Filion, Cloutier et Timmerman ont illustré comme une espèce de spirale. Là, je vais essayer une spirale comme ça. Là, je vais essayer de vous la dessiner comme ça. Ce n'est pas vraiment une spirale, mais une espèce de rond. Donc, on part de la famille intacte. Ensuite, on décide de se séparer. Ça se peut qu'il y ait un divorce qui survienne après. Et là, la famille s'adapte à la vie en famille monoparentale. Et là, tout à coup, papa ou maman rencontre quelqu'un, le fréquente et choisit de cohabiter. Donc, on s'adapte à la vie en famille recomposée. Et ça se peut que cette union-là dure, mais ça se peut aussi que cette union-là ne dure pas. Et là, on recommence avec le cycle de la séparation et de l'adaptation à la vie en famille monoparentale. Donc, c'est sûr que pour les enfants et les parents, ça peut représenter beaucoup de changements en peu de temps. Pourquoi les enfants aussi de familles séparées, recomposées, peuvent vivre plus de difficultés? Je vais essayer de résumer en 5 grandes catégories les facteurs qui vont jouer sur leur adaptation. Donc, une première catégorie de facteurs qui est vraiment très important, ce sont ce qu'on appelle les processus relationnels. En fait, c'est vraiment toute la question des relations. La relation parent-enfant, la relation entre les ex-conjoints, la relation que l'enfant entretient avec son beau-parent, la relation qu'il entretient avec les enfants de son beau-parent. Donc, la dimension relationnelle est vraiment très importante et figure parmi les facteurs les plus puissants pour expliquer l'adaptation des enfants de familles séparées et recomposées. Une autre catégorie de facteurs, c'est les caractéristiques du parent. Donc, l'éducation du parent, sa santé, mais de façon générale, pensez à l'adaptation du parent.
Si le parent séparé ou recomposé va bien, il y a une plus grande probabilité que ses enfants aillent bien. Par contre, si ce parent-là ne va pas bien, si ce parent-là a des problèmes de santé physique, si ce parent-là a des problèmes de santé mentale, s'il est très dépressif suite à la séparation, s'il est très envahi par des problèmes de conflit, de colère, voire de violence, c'est sûr que ça, c'est un facteur très puissant pour expliquer l'adaptation des enfants. Puis il faut le comprendre, l'enfant, à travers les transitions familiales, son équilibre, sa stabilité, c'est souvent un ou deux parents de référence. Donc, si ce parent-là est lui-même en état de déséquilibre, bien, c'est sûr que ça joue sur l'adaptation des enfants. Les pratiques parentales aussi, comment les parents jouent leur rôle de parents, ça va jouer aussi sur l'adaptation des enfants. Puis on sait qu'à certains moments des transitions familiales, bien, les pratiques, la façon dont les parents jouent leur rôle peut être affectée temporairement. Il reste trois autres grandes catégories de facteurs, mais il y a notamment les ressources. Donc, dans les ressources, le facteur peut-être le plus important, c'est vraiment le niveau socio-économique sur lequel peut compter la famille. Alors, on sait que le plus grand déterminant du niveau d'adaptation et de bien-être des enfants, puis c'est un constat quasi universel, c'est vraiment la question des ressources économiques sur lesquelles peut compter la famille. Donc, les enfants qui sont élevés dans la pauvreté, particulièrement si cette pauvreté-là est persistante et arrive dans des moments où l'enfant est jeune, ça joue de façon très importante sur l'adaptation des enfants. Or, les transitions familiales peuvent être associées à des situations d'appauvrissement parfois fort importants. Les ressources, c'est aussi qu'est-ce qui est offert à l'enfant pour l'aider. Est-ce qu'il peut participer à un groupe d'enfants qui vit une séparation, une recomposition? Est-ce qu'autour de lui, il y a du soutien social, des grands-parents présents, des oncles, des tantes, des amis? Les parents, si les parents sont en forme, comme ils le sont souvent, c'est des ressources qui sont offertes à l'enfant puis qui vont l'aider à traverser cette étape-là. Un autre élément, c'est la question aussi des trajectoires. Donc, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt dans la présentation. En fait, l'enfant qui vit, par exemple, une recomposition familiale, qu'est-ce qu'il a connu comme transition familiale depuis sa naissance? Est-ce qu'il a connu la séparation de ses parents, l'adaptation à la vie en famille monoparentale, l'arrivée d'un beau-père ou d'une belle-mère dans sa vie? Est-ce que c'est la première recomposition familiale qu'il vit? Est-ce que c'est la deuxième? Donc, le nombre de transitions, la durée de chacun des épisodes dans lesquels l'enfant vit va jouer sur son adaptation. Et finalement, il restera toujours les caractéristiques du jeune, son âge, son sexe, comment il allait, lui, avant la séparation. Puis il y a certaines études qui nous montrent que quand on regarde comment allaient les enfants 2, 3 ans avant la séparation, des fois, il y a des problèmes d'adaptation qu'on peut déjà déceler 3 ans avant la séparation. Donc, dans ces situations-là, c'est un petit peu plus difficile de dire que c'est la séparation ou la recomposition qui créent, dans le fond, les difficultés d'adaptation. Peut-être qu'elles étaient présentes et qu'elles appartiennent aux interactions du jeune avec son environnement ou tout simplement des difficultés plus particulières aux jeunes. Les cognitions aussi de l'enfant, comment il se représente la situation, ces transitions familiales, qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? C'est plus dur aussi de dire qu'il y a un âge pour lequel certaines transitions sont plus difficiles à vivre ou que c'est plus facile pour les garçons, les filles. Il y a eu un certain nombre de recherches sur ces questions-là, puis finalement, on en arrive à dire que chaque âge a ses vulnérabilités, va se représenter ces situations-là d'une certaine façon, puis il faut tenter de répondre à leurs besoins en tenant compte de leur stade développemental. Difficile aussi de dire que c'est plus dur pour les garçons, plus dur pour les filles. On a avancé beaucoup d'hypothèses, mais qui ne sont pas vraiment concluantes. Maintenant, si on va maintenant sur les réactions puis les besoins des enfants dont les parents se séparent. Je vous parle de ça rapidement, puis après ça, on va entrer plus spécifiquement dans la question de la recomposition. Donc, les réactions fréquentes des enfants de la séparation, je vous les rappelle parce que ça se peut que l'enfant de famille recomposée ait vécu ou vive presque simultanément la séparation et la recomposition. Bon, une réaction fréquente, c'est le désir de réunir ses parents, même de faire des choses en pensant que si on est très gentil ou si on a des super bonnes notes à l'école, les parents vont revenir ensemble. Les enfants peuvent éprouver un conflit de loyauté. Ça va être plus vrai à certains âges, mais peuvent se demander s'ils peuvent aimer papa et maman, se sentir coupables d'avoir du plaisir avec papa alors que maman, elle a beaucoup de peine sur la séparation et tout ça. Donc ça, c'est des réactions qu'on va observer chez les enfants de la séparation.
Ils peuvent se sentir coupables, se dire que s'il avait été moins tannant, les parents ne seraient pas séparés. Donc, s'attribuer la responsabilité de la séparation. Et la séparation leur fait vivre beaucoup d'émotions et souvent des émotions liées à la peine et à la colère. Donc, les besoins, on ne pourra pas tous les regarder, mais rappeler rapidement que les enfants de familles séparées ont besoin d'être aimés par leurs deux parents. Donc, ont besoin de continuer d'avoir accès à leurs deux parents. Ça devrait être des situations exceptionnelles, où l'enfant, dans le fond, n'a plus de contact avec un de ses parents. Parce que pour l'enfant, la séparation met fin aux difficultés, mais si c'est associé à la perte d'un des parents, ça devient comme énorme, là, comme perte finalement à porter. Donc, les enfants, ça donne un sens à la séparation s'ils peuvent vivre à l'abri des conflits, mais continuer à avoir accès à leurs deux parents. Les enfants qui vivent une séparation ont besoin de comprendre qu'est-ce qui leur arrive, puis qu'ils ne sont pas responsables de la séparation, puis qu'ils ne peuvent rien faire pour changer ça. Ils ont besoin aussi de grandir à l'abri des conflits. Les personnes qui vivent dans des contextes conflictuels, familiaux, professionnels, avec les amis, développent plus de difficultés d'adaptation parce que c'est très exigeant et c'est très minant. Et quand on est un enfant puis que les deux personnes qu'on aime le plus au monde sont en conflit perpétuel et ne nous présentent pas des façons de résoudre nos conflits, c'est quelque chose qui est très minant pour un enfant. Donc, les enfants ont besoin de grandir à l'abri des conflits, puis tous, autant qu'on est, on doit être des agents de pacification. On a tous un rôle à jouer dans la société pour faire que les enfants vivent dans des environnements pacifiques. Et ce n'est pas normal d'être en conflit ouvert devant les enfants quand on s'est séparé de quelqu'un. Cette personne-là, c'est le père de l'enfant, c'est la mère de l'enfant. Comme adulte, on peut éprouver des choses qui sont difficiles face à cette personne-là. Puis c'est extrêmement important d'être capable de se libérer de ça, mais les enfants ne peuvent pas jouer ce rôle-là. Il faut se tourner vers nos amis, notre famille, de l'aide professionnelle. Donc, pour faire que les enfants puissent avoir une image positive de leurs deux parents. Les enfants aussi ont besoin d'avoir des parents qui continuent à jouer ensemble leur rôle de parents. Donc, c'est plus un couple, mais ils doivent se coordonner de façon positive. Ça va aider les enfants à grandir harmonieusement. Maintenant, on s'en va du côté spécifique de la recomposition familiale. Puis, je vous demande, dans le fond, de penser à qu'est-ce qui distingue les familles recomposées, finalement, des premières unions. Pourquoi, en fait, on en fait tout un plan? Hein? Bon, si vous étiez devant moi, vraiment, là, je vous laisserai 2 minutes pour y penser. Là, comme je ne veux pas avoir l'air de regarder la caméra toute seule pendant 2 minutes, je vais vite enchaîner, mais pensez-y, vous, qu'est-ce que vous trouvez fondamentalement qui est différent? Donc, une première différence dans les familles recomposées, c'est que tous les individus qui forment la famille recomposée ont un deuil à faire. Le parent qui recompose une famille a à faire le deuil de sa relation précédente, a à faire le deuil probablement du projet familial qu'il y avait. La très grande majorité des parents ne souhaitent pas que leurs enfants aient à vivre la séparation, puis ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on prend cette décision-là. Les enfants ont aussi à faire le deuil que les parents ne reviendront pas ensemble. Et le beau-parent, qui lui n'aurait pas d'enfant d'une relation précédente, par exemple, lui aussi a un deuil à faire, puis parfois on l'oublie. Il a à faire le deuil de ce qu'il pensait que serait sa vie conjugale et sa vie familiale. Donc, moi, j'ai rarement rencontré des gens qui me disaient « Ah, moi, j'aimerais ça rencontrer une femme ou un homme qui a déjà 3 enfants. » C'est super. Souvent, on s'imagine que si on veut des enfants, on va les avoir ensemble, puis ou on s'imagine qu'on n'aura pas d'enfants. Donc, des fois, on tombe en amour avec une personne qui a des enfants, puis on ne s'était pas nécessairement projeté dans une vie avec des enfants. Donc, les gens ont un deuil à faire selon le rôle qu'ils jouent dans la famille. Une recomposition familiale aussi, c'est la rencontre de 2 histoires familiales. Donc, on a une histoire, on a vécu des choses ensemble, on a eu des voyages, on a fait des déménagements, on a vécu des anniversaires, l'entrée à l'école. Puis là, c'est de combiner finalement ces histoires familiales-là ensemble. Donc, c'est comme si ces 2 familles étrangères qui vont devoir arriver à développer un « nous », mais à partir de 2 sentiers là, qui partaient de points là, différents. Un autre élément
particulier aux familles recomposées, c'est que la relation parent-enfant précède la relation conjugale. Donc, dans une famille biparentale intacte, les parents se connaissent, n'ont pas d'enfants, ont un enfant ensemble, puis ils apprennent à développer là, leur rôle de parent ensemble, puis ils s'ajustent mutuellement. Là, c'est le contraire, c'est qu'en fait, les parents connaissent leurs enfants depuis plus longtemps que le beau-parent, puis en général connaissent leurs enfants depuis plus longtemps que le beau-parent. Donc, cette préexistence de cette relation-là fait souvent que cette relation-là peut être comme plus solide. Et on peut imaginer qu'en situation de conflit, bien, ça peut être une tendance chez les familles recomposées à aller dans les sous-systèmes, finalement, avec lesquels on est le plus habitué. Donc ça, c'est un élément qui va teinter la façon de fonctionner des familles recomposées auquel il faut être attentif. Bien sûr, aussi, une famille recomposée, bien, il y a un parent ailleurs, à l'extérieur de la famille, qui peut être présent ou qui peut être dans la mémoire des enfants et du parent s'il est décédé. Donc, s'il est encore en vie, mais ce parent-là, il a un droit de regard sur ses enfants, il a des devoirs, il a des responsabilités, il a son mot à dire et on sait que s'il est impliqué, ça va être un agent, ça va être quelque chose qui va être facilitant pour l'adaptation des enfants si les relations entre les ex sont harmonieuses. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très particulier aux familles recomposées. En fait, d'avoir une personne à l'extérieur de notre famille qui a un mot à dire. Hein? Donc, ça suppose que la famille recomposée, il faut qu'elle ait des frontières un peu plus perméables pour permettre justement de cette circulation de l'information, puis cette réalité-là de l'autre parent qui ne vit pas là, dans la famille. Les enfants circulent entre deux maisonnées, donc c'est une particularité aussi qui distingue les familles recomposées des familles intactes. Et finalement, il existe peu de liens légaux entre l'enfant et le beau-parent, malgré le fait qu'il y a des beaux-parents qui vont jouer un rôle très, très important là, dans la vie des enfants. Maintenant, on parle des familles recomposées depuis le début, comme si c'était une réalité homogène. En réalité, c'est quand même un peu plus diversifié, particulièrement quand on regarde les rôles puis le fonctionnement de ces familles-là. Alors là, je vous demande de penser à, disons, si vous êtes une famille recomposée, de penser à la vôtre, comment ça fonctionne, quel est le rôle du parent, du beau-parent, ou si vous êtes en intervention, de penser à une famille que vous suivez ou des gens que vous connaissez, dans votre milieu de travail. Donc, il existe différentes typologies. Je vous en présente une, en fait, qui propose 4 types de familles recomposées. Le premier type de famille recomposée, c'est les familles recomposées, on les appelle de substitution. Alors, où se situe la substitution? C'est qu'on va voir que quand on regarde le rôle du beau-parent, c'est vraiment une personne qui joue beaucoup un rôle de parent. Donc, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'autorité, au niveau des loisirs, au niveau de l'affection, au niveau de répondre aux besoins financiers de l'enfant. On l'appelle donc la logique substitutive parce qu'en fait, c'est comme si le beau-parent dans ces familles-là se substitue à l'autre parent. On observe aussi, dans les différentes études qui ont observé cette logique-là, que ce n'est pas un beau-parent qui prend le rôle d'un autre, là, qui s'accapare le rôle d'un autre. C'est souvent un beau-parent qui, parce que la place est laissée vacante, parce que l'autre parent est très peu présent, bien finalement, il finit par jouer ce rôle-là parce qu'il finit par être une figure paternelle ou maternelle de substitution. Donc, souvent des familles recomposées où les enfants ont peu ou pas de contact avec le parent non gardien. La deuxième logique, on les appelle les familles recomposées, qui sont marquées par de la pérennité. Ce qui va caractériser l'exercice des rôles dans ces familles-là, c'est que le père et la mère des enfants continuent à jouer ensemble leur rôle de parents, malgré le fait qu'ils sont séparés et qu'un ou les deux sont maintenant recomposés. Donc, les parents demeurent très présents, assument leurs différents rôles. Et dans ces situations-là, le beau-parent, il va être comme une figure parentale d'addition. Il va avoir une autorité qui est nuancée, mais un rôle quand même au niveau parental moins imposant dans la mesure où les deux parents sont très impliqués auprès de leurs enfants. La troisième logique, c'est une logique que moi j'ai observée à partir d'entrevues avec des adolescents qui vivaient en famille recomposée et qui, en fait, ces adolescents-là vivaient avec leur mère en famille monoparentale et allaient, par exemple, chez leur père, qui, lui, s'était recomposé, disons, une fin de semaine sur 2.
Et leur père vivait avec une nouvelle conjointe qui, elle, avait des enfants nés d'une précédente union. Donc, le portrait, c'est un peu que le papa passe, dans le fond, beaucoup de temps avec les enfants de sa nouvelle conjointe, mais beaucoup moins de temps avec ses propres enfants. Et certains jeunes avaient de la difficulté avec cette situation-là et avaient l'impression de ne pas faire partie de la famille ou trouvaient difficile de voir leur père passer autant de temps avec des enfants plutôt que des enfants de sa conjointe plutôt qu'avec eux-mêmes. Donc, ces logiques-là, il faut être sensible à ça. Puis, c'était pas nécessairement les pères qui voulaient exclure les enfants. C'est plutôt la réalité de l'arrangement de la garde. Donc, être particulièrement attentif dans ces situations-là à ce que les enfants, même s'ils sont là à temps partiel, se sentent pleinement membres de la famille, puis que ça puisse se traduire là, concrètement là, par l'implication du parent. Et finalement, la dernière logique, on l'appelle la logique de monoparentale, en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler les fausses familles recomposées. De l'extérieur, d'un point de vue structurel, on voit, disons, une mère, un beau-père, puis les enfants de madame ou les enfants, dans ce cas-là, les enfants de madame. Par contre, quand on regarde l'exercice des rôles, on voit en fait que la famille est comme gérée comme une famille monoparentale. Et c'est une logique qu'on va observer dans des situations, par exemple, où il y a eu plusieurs recompositions. Alors, si, disons, la mère est rendue à sa deuxième ou troisième recomposition, ça se peut qu'elle ne laisse pas le beau-père, finalement, s'investir beaucoup dans la sphère parentale et que le beau-père soit plus dans une sphère conjugale. On va voir ça dans des familles où il y a eu beaucoup de transitions. Ça peut être aussi des enfants, des recompositions où le beau-père ou la belle-mère arrive tardivement dans la vie des enfants. Donc, il ne va jamais jouer vraiment un rôle qui peut s'apparenter à un rôle parental. Maintenant, les réactions et les besoins généraux de l'enfant dont les parents se recomposent. Premièrement, ça se peut qu'au moment de la recomposition, les enfants se remettent à poser des questions sur la séparation, parlent est-ce que c'est vraiment permanent, etc. Parce que la recomposition, ça vient comme dire que c'est pas mal sûr que c'est fini. Là. Papa et maman, probablement que si c'est un projet de l'enfant, son chien est mort, comme on dit. On va avoir des enfants qui, à la suite de la recomposition, sont contents, sont excités, sont rassurés par l'arrivée d'un beau-parent. On va voir ça particulièrement chez les petits. Il y a des enfants qui peuvent se lier très facilement aux beaux-parents et à ses enfants. On va voir des enfants qui, eux, vont plutôt être stressés, ils vont être tendus, ils vont être peinés, peuvent être aussi très fâchés, en colère face au projet du parent. Il y a des enfants qui réagissent négativement à l'arrivée d'un beau-parent, qui peuvent refuser que le beau-parent intervienne auprès d'eux et qui peuvent éprouver aussi un conflit de loyauté et se sentir coupables, particulièrement face à leur autre parent. Donc, il faut penser à des situations où des fois la recomposition peut intervenir vite après la séparation. Puis là, de voir un parent refaire sa vie alors que l'autre est encore dans la peine ou tout ça, bien, l'enfant il peut se sentir déloyal s'il se met à se lier ou avoir du plaisir là, avec le beau-parent. Donc, on voit qu'il y a des enfants qui ressentent de l'affection face aux beaux-parents, mais ils peuvent ressentir de l'anxiété vis-à-vis des réactions de l'autre parent. Puis aussi, on voit que des enfants peuvent réagir aussi face à l'aspect sexuel là, de la relation du parent là, avec son nouveau conjoint. Donc, ils ne sont pas habitués à ça, puis ça leur fait étrange, puis ils peuvent être mal à l'aise. On a des enfants aussi qui peuvent manifester des comportements, des attitudes agressives face à la demi-fratrie. Ils peuvent aussi manifester une attitude distante face à la recomposition. On va voir ça particulièrement chez les adolescents. Puis en même temps, il ne faut pas voir ça trop négativement. C'est un peu normal. Quand on est adolescent, on commence à prendre un peu de recul face à la famille, à se tourner plus vers ses amis. Donc, le projet familial, ce n'est pas nécessairement ce qui occupe le 100% de ton projet. Donc, ils peuvent être un peu pas aussi emballés là, que le parent face à ce projet-là. Il y a des enfants qui peuvent demander d'aller vivre avec l'autre parent ou qui peuvent désirer aussi partir comme plus tôt là, en appartement suite à la recomposition. Les besoins, dans le fond, des enfants de familles recomposées, bien, rappeler les éléments de base qui sont liés à la séparation puis à la recomposition. Qu'est-ce que ça va changer dans leur vie? Qu'est-ce qui ne changera pas? Si on peut essayer que la recomposition entraîne pas un changement des contacts avec le parent non gardien, ça, c'est sûr qu'on va se donner une chance de fonctionner comme ça. Il faut que l'enfant ait un espace pour s'exprimer. Ça se peut qu'il ne soit pas aussi emballé par le parent que le parent par ce projet-là, puis il faut qu'il puisse avoir de l'espace, pas pour parler de ça à cœur de jour, que ça ne fait pas son affaire, mais il faut que quelque part, il puisse s'exprimer. Puis souvent, ça permet aux parents de pouvoir rassurer certaines craintes là, que l'enfant peut avoir, qui ne sont pas fondées.
Il faut aussi que les enfants entendent qu'on peut aimer plusieurs personnes, qu'on peut aimer son papa puis sa maman, puis c'est pas trahir sa maman que d'aimer une belle maman, qu'il y a beaucoup de place dans notre cœur, puis que de toute façon, nos parents, ils occuperont toujours une place à part et particulière dans notre cœur. Rappelez aussi à l'enfant la place unique qu'il occupe dans la famille. Parce qu'au niveau au moment de la recomposition, les parents souvent vont être préoccupés par cette vie conjugale naissante-là, ils sont en amour, etc. Nécessairement, par la force des choses, il y a moins de temps consacré à l'enfant parce que maintenant, il faut aussi se partager entre son rôle de conjoint et son rôle de parent. Puis l'enfant, là, il peut se sentir un peu mis de côté, comme par exemple un enfant quand il arrive un bébé dans une famille. Donc, les enfants ont besoin de se faire dire qu'on est content qu'ils sont là au sein de la famille puis qu'on les aime. C'est important, quelque chose qui va beaucoup aider, c'est de faire des activités ensemble pour permettre que se développent des liens significatifs entre les nouveaux membres de la famille. Au niveau, bon, de la promiscuité, puis bon, toute l'intimité que ça peut amener, là, de vivre avec des demi-frères, des demi-sœurs, un beau-parent, tout ça, c'est ça qu'il faut avoir des règles claires au niveau de la famille sur comment on va fonctionner dans la maison, puis voir aussi est-ce que chacun peut savoir sa zone d'intimité, même si chaque enfant ne peut pas avoir sa chambre, qu'on soit capable de délimiter dans une chambre que ça, c'est mes tiroirs, puis personne n'a le droit d'aller dans ça, etc. Il faut aussi respecter la distance que le jeune veut mettre avec les acteurs qui arrivent suite à la recomposition, les beaux-parents, les enfants. Il faut, dans le fond, davantage miser sur les activités qu'on peut faire ensemble, qui sont agréables, qui vont permettre que se développe la relation, mais on ne peut pas forcer une relation. Il ne faut pas s'attendre à ce que nécessairement tout le monde s'aime instantanément. Ça, c'est merveilleux si ça arrive, mais ça arrive à peu près jamais. Donc, il faut beaucoup plus se dire comment on peut faire pour construire des relations. Puis souvent, c'est dans le fait de partager des activités qui sont agréables ensemble. Ensuite, il faut impliquer le parent non gardien dans des décisions qui impliquent les enfants. Donc, je veux terminer, en fait, avant qu'on arrive à la période de questions, sur comment on peut soutenir l'adaptation des enfants de familles recomposées, quels repères on peut proposer aux parents. Donc, j'ai commencé à en dire un peu. Je vais peut-être les répéter, là. Je m'excuse s'il y a de la redondance. Donc, je pense que la première chose, c'est possible, c'est de ne pas précipiter les choses. Si on est capable de prendre son temps, si la séparation est très, très, très récente, puis que là, on a rencontré quelqu'un, est-ce qu'on peut attendre un peu, d'être sûr que c'est la bonne personne, c'est pas les enfants qui vont déterminer quand est-ce qu'ils sont prêts à vivre une recomposition, mais il faut quand même permettre que les cendres ne soient pas trop chaudes encore. Donc, prendre son temps. Si idéalement, on peut avoir le temps de faire des choses ensemble avant le choc de la cohabitation, c'est aussi des éléments qui vont aider. Donc, le temps, quand on est en amour, des fois, on veut faire les choses rapidement. Il y a aussi des fois des conditions objectives qui font que, bon, bien, ça coûte moins cher vivre ensemble, etc. Mais le temps dans les familles recomposées est un grand allié. Il faut comprendre aussi à l'enfant que la recomposition, tout comme la séparation, ça ne change rien à l'amour que les parents portent à leurs enfants. Il faut permettre le développement d'une relation positive avec le beau-parent. Et ça, dans le fond, la meilleure façon de faire ça, c'est de ne pas confier aux beaux-parents un rôle d'autorité trop rapidement. Parce que, dans le fond, pour les enfants, un beau-parent, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas une personne légitimée sur le plan de l'autorité, à moins que les enfants soient vraiment très jeunes, à un âge où finalement tout adulte est une personne d'autorité. Donc, c'est vraiment pas un service à rendre à un beau-parent que de vouloir lui confier des rôles d'autorité au début de la relation. Donc, il faut plutôt permettre le développement d'une relation positive et ça passe par le fait de faire des choses ensemble. Puis des fois, c'est des petites choses. Pas nécessairement un voyage en Thaïlande, là. Ça peut être tout simplement donner un lift pour aller au hockey, donner un coup de main pour un devoir, demander comment ça va. C'est dans des petites choses. Le couple recomposé aussi doit clarifier les règles. Comme parents, comme couple, comme beaux-parents, comment on veut fonctionner? Quel rôle j'aimerais que tu joues auprès de mes enfants? Quel rôle, moi, je suis prêt à jouer auprès de tes enfants? Que ce soit discuté, puis des fois, on va percevoir que, on ne voyait pas tout à fait les choses de la même façon. Donc, on a intérêt à s'asseoir et à discuter de ces éléments-là. Probablement que dans le prochain webinaire à l'automne, il sera question plus en profondeur de cette question-là. Le fait que le beau-parent ne jouera pas nécessairement un rôle d'autorité, particulièrement au début de la famille recomposée, ne veut
pas du tout dire que cette personne-là, on peut s'en foutre puis l'envoyer promener. Le beau-parent, c'est une personne qui mérite le respect comme tous les autres membres de la famille. Puis comme dit souvent, le beau-parent, c'est aussi un adulte dans la famille qui sait dans beaucoup de situations mieux que les enfants ce qui doit se passer. Donc, c'est très important de départager. Là, c'est pas parce que c'est pas ton père ou ta mère qu'il n'y a pas le droit de te dire, par exemple, de changer de ton, de baisser la musique ou d'apporter ton assiette là, dans le lave-vaisselle. On sera aussi attentif à favoriser le développement de relations positives entre les enfants des deux membres du couple et dire que des relations entre quasi-frères, quasi-sœurs, ça va prendre du temps pour se développer, mais ce qui va les aider, c'est le fait de faire des activités en commun, le fait de partager certains lieux aussi. Donc, le moment des repas est un moment très important. Le fait qu'il y ait une télé dans le salon ou dans le sous-sol, puis que tout le monde se réunisse là, ou que l'ordinateur soit là, il faut partager des lieux en commun pour développer une relation. Et ça, c'est le grand enjeu là, des familles recomposées. Le fait de traiter de façon égalitaire tous les membres de la fratrie va vous donner aux parents, là, va vraiment être une source d'aide précieuse. Donc, des enfants du même âge qui doivent respecter des règles très différentes dans la maison, ça, c'est une source là, de difficulté là, assez certaine puis qui fait souffrir les enfants. Donc, on a intérêt à mettre nos règles égales pour des enfants qui ont des âges ou en tout cas des besoins là, qui sont à des stades développementaux là, qui sont comparables. Et reconnaître le fait que pour un enfant, par exemple, qui est un enfant unique ou un enfant qui était l'aîné de sa famille, de voir deux quasi-frères arriver qui vont être plus vieux, qui fait que lui change de rang dans la fratrie, il y a un potentiel stresseur là-dedans. Finalement, maintenir le soutien autour des enfants au moment de la recomposition. Hein, les grands-parents particulièrement, c'est une source de soutien inestimable dans les moments de transition familiale. Et dans le fond, on a vraiment, c'est une source de soutien, c'est une source d'affection dont les enfants ont vraiment besoin. Donc, en guise de conclusion, je voudrais vous dire, dans le fond, qu'est-ce qui m'apparaît peut-être le plus important. Les enfants de familles recomposées ont besoin pour grandir, de figures parentales démocratiques et aimantes. Et une figure parentale démocratique, ça veut dire quelqu'un qui est sensible aux besoins de l'enfant, mais qui l'encadre. Donc, même du côté des beaux-parents, les études nous montrent qu'un beau-parent qui serait rejetant, qui ignore l'enfant, qui ne s'y intéresse pas, ça va plus nuire qu'un beau-parent qui jouerait trop son rôle d'autorité. Donc, en fait, les enfants ont besoin que les adultes autour d'eux soient engagés, sensibles à leurs besoins, mais en mesure de mettre un cadre là, pour les aider à grandir. Les enfants ont besoin de grandir à l'abri des conflits intenses, chroniques et manifestes. Ils ont besoin, pour s'adapter à la recomposition, à la séparation, de pouvoir maintenir leur lien d'attachement avec leurs parents, avec les familles et les réseaux de leurs parents respectifs. Ils ont besoin d'avoir accès à des ressources sociales et économiques de soutien. Et finalement, ils ont besoin, au-delà de toutes ces transitions familiales-là, ils ont absolument besoin d'être amenés à poursuivre leur vie d'enfant ou d'adolescent. Donc, on serait rendu à la période des questions, donc qu'on va me transmettre. Oui, alors il y a un participant qui aimerait savoir, tu mentionnais l'importance de conserver le lien avec les deux parents suite à une séparation, donc par exemple par la mère, mais dans le contexte contemporain, on sait par exemple qu'il y a des enfants qui vont connaître des recompositions, des séparations en transition, parce qu'à ce moment-là, les enfants ont des probabilités de connaître plus de deux figures parentales importantes pour eux. Donc, quel pourrait être le lien, à quel lien on peut penser pour ces enfants-là avec ces personnes-là qui pourraient être le plus significatives dans leur vie? OK. Donc, je vais redire la question, étant donné que je ne suis pas sûre que les gens entendent, comme Caroline, la coordonnatrice de la rue, qui n'a pas de micro. En fait, c'est que un participant souligne que les enfants, aujourd'hui, vont être exposés, un certain nombre d'enfants, à plus que leurs parents. Donc, ils vont vivre avec des beaux-parents, puis ça se peut que ces familles-là se séparent aussi, mais l'enfant a développé des liens significatifs, entre autres avec les beaux-parents. Je pense qu'il faut voir que les enfants, hein, ils ont une capacité que souvent les adultes, on n'a pas, qui est de vraiment ouvrir leurs frontières, accueillir des gens, puis s'attacher. Hein. S'attacher à des profs à l'école, s'attacher à des monitrices, s'attacher aux éducatrices dans un milieu de garde. Et dans le fond, de vivre une vie familiale, donc dans laquelle il y a beaucoup d'intimité, où on peut avoir vécu puis passer à travers bien des choses,
Quand il survient une séparation, puis là, je vous parle plus avec mon gros bon sens puis mon expérience que de vous dire qu'on a des tonnes d'études sur la question, parce que ça serait mentir, mais et ce que aussi les gens qui sont dans les milieux de pratique me rapportent, c'est que pour des enfants, ça peut être très souffrant, en fait, que la recomposition se termine puis que l'enfant perde tout lien, dans le fond, avec un beau-parent, avec qui il a développé des liens significatifs. Puis d'ailleurs, même s'il y a peu de liens légaux entre les beaux-parents et les enfants, quand c'est dans le meilleur intérêt de l'enfant, un juge pourrait demander qu'un beau-parent et un enfant puissent avoir des contacts ensemble. Donc, c'est sûr que dans la vie, il n'y a pas beaucoup de gains à vivre des ruptures d'attachement. C'est sûr que la relation se transforme quand on ne vit plus nécessairement ensemble au quotidien. Ça se peut que le lien, dans le fond, on continue, on ait le besoin de se parler à l'occasion. Il y a des enfants pour qui leurs beaux-parents, c'était un père, une mère, qui est vraiment devenu pour eux un père, une mère. Au moment de la recomposition, si on nie, dans le fond, cet attachement-là, on peut faire grand tort à cet enfant-là. Donc moi, je ne suis jamais en faveur, généralement, de la rupture. Les couples peuvent se séparer, mais les enfants demeurent attachés. Puis quand on pense que c'est dans leur meilleur intérêt, bien, pourquoi pas? Je pense qu'il faut voir une façon imaginative qui correspond, dans le fond, à la réalité des enfants d'aujourd'hui qui connaissent beaucoup de figures parentales. Une autre question de participant, c'est de savoir s'il y a un âge recommandé pour vivre la garde partagée pour les enfants. Oh, alors là, la question, est-ce qu'il y a un âge recommandé pour vivre la garde partagée? Bon, ça, c'est une question qu'on a régulièrement quand on fait des présentations sur les transitions familiales. Puis moi, je ne suis pas une spécialiste des impacts de la garde partagée. Puis en plus, c'est une question c'est un sujet très sensible. Puis c'est un sujet finalement sur lequel on a des informations, mais il serait vraiment faux de dire qu'on a des tonnes d'études puis qu'on sait avec certitude ce qui est mieux là, pour les enfants. Ce que je vous dirais que j'ai entendu, puis je veux que vous preniez ça avec un bémol, bon, de sommité dans le domaine, puis ce qui semble faire un peu consensus. D'abord, il n'y a pas un mode de garde qui convient à tous les enfants. On ne pourrait pas dire que tous les enfants sont bien dans la garde partagée ou tous les enfants sont bien dans une garde unique à la mère ou une garde unique au père. Il faut vraiment penser qu'il y a des modes de garde, on peut les essayer, puis il faut s'adapter en fonction des besoins des enfants. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que quand on peut favoriser le maintien des liens avec les deux parents, ça, beaucoup d'études montrent que c'est très positif pour les enfants. Si on arrive à la question de l'âge, bien, c'est sûr que quand on est chez les très, très, très petits, donc les très jeunes, des études semblent montrer que c'est un peu difficile pour eux de s'adapter à un changement de milieu. Puis là, je parle des 0, 2 ans, 0, 3 ans. Mais ne pas être en garde partagée entre 0 et 3 ans, ça ne signifie pas ne pas avoir de lien avec l'autre parent. Hein, ça signifie qu'il faut peut-être plutôt voir les modes de garde quand elles impliquent des très petits enfants, comme il faut favoriser les contacts avec les deux parents, mais sur un autre mode peut-être que les deux maisons, et se dire pour le parent qui souhaiterait avoir la garde partagée, mais que ce n'est pas possible en raison de la façon dont l'enfant réagit. Puis les petits sont très, très sensibles là, au changement de rythme, de routine, d'environnement, etc., que le mode de garde, il va évoluer. Il peut évoluer. Donc, se dire que c'est peut-être pas possible à 1 an et demi, mais que ça pourrait l'être peut-être un peu plus tard. Fait que moi, je vous transmets, dans le fond, ce que j'ai entendu sur cette question-là, qui est très sensible, mais j'aimerais quand même dire aux parents qui souhaiteraient beaucoup avoir une garde partagée, puis qu'ils évaluent en fait que c'est peut-être pas la meilleure formule pour leur enfant qui est très jeune, de ne pas se décourager, puis de se dire que l'enfant va grandir, puis en grandissant, va pouvoir s'adapter à une autre forme. Une garde, ça peut évoluer aussi en fonction des stades développementaux de l'enfant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, on va peut-être vous laisser 10 secondes pour d'autres questions, puis sinon... OK, c'est parce que nous, il y a comme un petit délai entre les questions que vous nous envoyez puis la réception. Donc, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Alors, peut-être en terminant, ce que je peux aussi vous dire, c'est que si vous allez sur notre site, alors vous avez juste à aller dans Internet puis taper ARUC, séparation parentale, recomposition familiale. Vous allez trouver dans notre site énormément de ressources
que vous soyez un professionnel ou que vous soyez un parent, des ressources donc pour les parents, pour les enfants, des ressources en ligne, des ressources qui vous mènent aussi à des endroits où vous pouvez recevoir de l'aide, des informations, des livres. Donc, il y a des boîtes à outils sur les aspects sociaux, mais aussi les aspects juridiques associés à la séparation. Alors, bien, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis on espère vous retrouver lors de notre prochain webinaire à l'automne. Merci.